des règles de la chronométrage, si ça va. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période des questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de l'université. Si vous voulez aussi nous dire votre lettre d'équipe. Merci. La question du transport est un vrai branle-bas commun. À la suite, le 18 avril 2011 dernier, sur l'annonce des travaux sur l'échangeur Turco, le débat a refait surface. En effet, il faut savoir satisfaire toutes les parties prenantes dans ce projet, et ce parmi 4 projets distincts. Monsieur le ministre des Transports, j'aimerais vous remercier de l'entière confiance que vous avez su nous démontrer en nous octroyant ce mandat. Nous sommes la firme conseil KEM, composée de Mme Émy Martin, M. Maxime Gosselin et moi-même, Catherine Poulon. Nous avons étudié la situation de fond en comble pour vous faire parvenir aujourd'hui la solution. La solution qui vous ressemble et la solution de votre environnement. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on se rappelle ensemble le mandat que nous avez octroyé, soit l'évaluation des 4 projets distincts pour le ministère des Transports du Québec, afin de résoudre le problème du transport des passagers entre le centre-ville de Montréal, mais également l'aéroport Pierre-Elliott. Voici le plan général de la séance. Nous commencerons par une analyse de l'industrie et de l'entreprise en question, notre stratégie, son implantation et quelques mesures de contrôle pour le projet. La première chose que nous avons fait avant d'établir une stratégie, ça a été d'évaluer la situation telle qu'elle est, les forces, les faiblesses, mais également le marché dans lequel on évolue pour l'instant. Il y a certains défis qui pointent à l'horizon. Une part, une divergence d'intérêt entre le ministère des Transports et ABM, qui est l'entreprise qui s'occupe d'exploiter l'aéroport de Montréal. Il y a également une capacité aéroportuaire qui va bientôt être maximale, donc il faudra penser à un plan B, et une congestion qui est croissante sur les routes de Montréal. Il y a par contre une opportunité, soit l'investissement que le ministère des Transports prévoit faire en collaboration avec l'aéroport de Montréal dans des infrastructures routières. Vous avez plusieurs forces, soit la navette 747 qui a été implantée dernièrement, qui a connu un grand succès. Vous avez une expertise, vous avez également de grandes données qui sont disponibles, qui nous ont permis de faire une bonne analyse de la situation. Il y a par contre certaines faiblesses, comme on en parlait, la congestion et les coûts qui vont être relatifs au projet qu'il faudra mettre en place et le système actuel qui est déficient. Nous avons établi 6 critères afin d'évaluer les 4 projets qui nous ont été présentés. Pour établir ces critères-là, nous sommes fiés au marché. Nous avons 290 000 véhicules par jour sur l'échangeur Turco à l'heure où on se parle chaque jour, ce qui cause de la congestion majeure. Il y a 88% des 12,6 millions de passagers qui ont une destination terrestre. C'est-à-dire qu'il y a juste 12% des gens qui transigent à Montréal qui vont avoir une connexion vers une autre destination, soit une destination finale, ce qui augmente le trafic et qui est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Il y a également de ces 12,6 millions de passagers, ça génère 1 323 000 milles de voyages terrestres. Il y a également une augmentation de 6,6% de l'achalandage de l'aéroport Trudeau la dernière année. Une reprise économique qui est quand même présente dans le marché aérien qui avait souffert de 2000 à 2009 de la crise économique, mais qui est quand même lente, due à la reprise lente pour la Chine et les États-Unis. Par contre, on a une vision très optimiste pour ce marché pour les prochaines années, ce qui va, une fois encore, accroître le problème dont on se parle. Puis vous avez une hausse de 25% des déplacements. Voici les 6 critères que nous avons décidé de choisir pour optimiser le projet que nous allons choisir. Le premier critère qui a été choisi a été l'accessibilité, le temps de transport pour les utilisateurs, mais également au deuxième critère, l'impact social et environnemental pour le choix du projet. Évidemment, le coût du projet pour votre entreprise, le prix pour les utilisateurs, le billet. Également, l'efficacité, donc le pourcentage d'utilisateurs qui vont modifier leur habitude de vie pour se rendre à l'aéroport suite au choix du projet. Et enfin, la gestion du risque. Donc, s'il y a un changement stratégique, qu'est-ce qu'on peut faire avec les installations
qui sont maintenant mis sur pied. Je vous présente les 4 projets distincts. Donc, le premier était la navette 747 de la STM. On parlait d'une navette de 9 points de service, dont la gare Berry-UQAM. Également, le deuxième projet était la voie réservée au transport en commun. Donc, le projet parlait d'un ajout d'une voie réservée pour un autobus, et ça sur l'autoroute 20. Le troisième projet était l'aérotrain, donc un projet de navette ferroviaire dédié, reliant le centre-ville à l'aérogare. Et le quatrième projet présenté a été la navette qui était non dédiée à ce moment-là, donc un train reliant l'ouest du centre-ville, dont l'aéroport dans le trajet. Comme ma collègue l'a mentionné, on s'est fié à l'industrie pour établir nos 6 critères. Les voici du côté gauche du tableau. Ici, voici l'évaluation du projet 1, dont la navette 747 qui a été mise sur pied par la STM. Donc, pour ce qui est de l'accessibilité du projet 1, on parlait d'un 40 à 60 minutes pour les utilisateurs, qu'on croyait qu'il était plutôt moyen pour ce critère-là. Toutefois, l'impact social et environnemental était quand même bien, car c'était peu polluant à ce moment-là pour le projet. C'est un projet qui était également peu coûteux, parce que c'est un projet qui est déjà mis sur pied. Le prix des utilisateurs était de 8 $, gratuit pour les utilisateurs de la carte à puce de la STM. L'efficacité était d'une bonne fréquence. On avait une adaptation au bagage plus gros. On avait 8 % des passagers de l'aéroport. Toutefois, on constatait une file qui était extérieure pour les utilisateurs et ils devaient se procurer un montant en monnaie exacte pour entrer dans l'autocar. Toutefois, la gestion du risque, c'est un très peu, car il y avait peu d'investissement à ce moment-là. Pour ce qui est du projet 2, donc la voie réservée sur l'autoroute 20 pour l'autocar, ça prenait à peu près 22 minutes pour les utilisateurs se rendre jusqu'à l'aéroport Pierre-Édouard Trudeau. L'impact social et environnemental, on parlait d'un transfert de congestion et une mauvaise chose pour les conducteurs de taxi, ça leur enlevait un peu de travail. Pour ce qui est du coût, c'est relativement coûteux pour construire la voie réservée sur l'autoroute 20. Le prix aux utilisateurs était de 8 $ encore et une efficacité notée de plus 12 % comparativement au projet 1. Gestion du risque encore faible, car ça peut être utilisé, cette voie-là, installée sur l'autoroute 20. Pour ce qui est du troisième projet, l'aérotrain à construire, c'est l'accessibilité de 16 à 20 minutes, ce qui est très intéressant pour les utilisateurs de cet aérotrain-là. L'impact social et environnemental, c'est sûr que ça diminue les valeurs des terrains approximatifs. Diminution toutefois de la congestion et également on pensait aux valeurs environnementales car ça permet de diminuer ces problèmes-là. Les coûts étaient de 35 millions US par année. Le prix des utilisateurs était de 15 $ et ça rejoint 10 à 12 % des parts de marché. Toutefois, la gestion du risque, c'est un 600 millions investis qui est irréversible. Et finalement, pour le quatrième projet qui nous a été présenté, la navette non dédiée à ce moment-là, ça prenait un 16 à 27 minutes pour les utilisateurs, ce qui était plus ou moins bon selon nous quand on avait vu que ça nous prenait un 22 minutes maximum ou un 20 minutes. Pour ce qui est de l'impact social et environnemental, on dénotait une pollution sonore et visuelle également pour les gens environnants. Pour ce qui est du coût, c'est sûr que c'est un investissement qui est nécessaire parce qu'on avait un manque de capacité au niveau des infrastructures ferroviaires. Le prix aux utilisateurs, c'était peu dispendieux. Toutefois, l'efficacité, il n'y avait pas de transport direct, on ne se rendait pas directement à l'aéroport, il n'y avait pas d'adaptation non plus au bagage. Et pour ce qui est de la gestion du risque, c'était peu risqué car ça répondait à deux besoins, soit d'aller à l'aéroport Pierre-Édouard Trudeau, mais également le transport pour l'ouest de l'île du centre-ville de Montréal. Donc, toute cette évaluation nous a permis de prendre conscience à quel point que votre premier projet que vous avez implanté, la navette 747, était vraiment pertinente et efficace actuellement, et depuis le début de son implantation. Et par la suite, ça nous a permis de faire une analyse des 3 projets suivants et décider quel projet serait le plus avantageux pour vous de mettre sur pied. Donc, la réponse qu'on nous a venue est la stratégie du projet 3. Et puis, nous allons commencer par vous présenter le projet 1, quelques petites améliorations que nous croyons qui pourraient être potentiellement intéressantes pour vous. C'est ça, nous avons vraiment
remarqué à quel point c'était indispensable. Maintenant, cette navette 747, je ne peux plus la retirer. C'est vraiment important qu'elle soit présente et qu'elle soit de plus en plus efficace année après année. Donc, nous avons regardé les possibilités d'optimisation. La première possibilité étant un problème avec l'attente extérieure de vos clients. La deuxième, la méthode de paiement. Et la troisième, le véhicule, la surcharge actuelle du véhicule au côté utilisateur. Actuellement, vos clients, même en hiver, ils doivent attendre à l'extérieur. Donc, parfois, c'est froid, c'est désagréable. Nous savons que pour vous, c'est important que le client ait une bonne expérience dans votre transport afin qu'il le reprenne une seconde fois, une fois qu'il l'aurait utilisé pour la première fois. Donc, nous croyons que construire des abribus à vos 9 arrêts actuels, ça serait intéressant de sorte à ce qu'ils soient protégés des vents et des tempêtes de neige et de la pluie. Le deuxième problème, qui était la méthode de paiement, les usagers doivent arriver avec un montant exact dans l'autobus, sinon ça crée un problème. Donc nous croyons que ce serait intéressant pour vous de pouvoir mettre sur pied, sur Internet, un système de vente de billets, et puis que dans l'autobus, il y a un scanner qui scanne le billet, et puis de sorte à ce que le client puisse rentrer et qu'il n'y ait aucun problème de monnaie lorsqu'il y aura son billet. Il serait possible aussi de mettre en vente des billets comme de 10 fois ou bien des trucs comme ça, afin d'alléger tout le système. Troisièmement, actuellement, vos véhicules, si nous regardons une journée maximale, vous avez dit qu'il y avait possibilité qu'il y ait 3500 personnes par jour qui utilisent ces navettes lors des grandes périodes. Donc, nous avons regardé la quantité de voyages que votre navette peut effectuer actuellement. Il y a 21 heures dans la journée où la navette va faire 5 voyages. Donc, un total de 105 voyages pour ces 21 heures-là. Il y a 3 heures supplémentaires la nuit qui font seulement un voyage à l'heure. Donc ici, nous avons avec un total de 108 voyages par journée. Ce 3500 personnes utilisateurs de vos navettes divisé par 108 voyages, ce qui revient à un total de 33 personnes par voyage lors de vos journées de grand achalandage. Par contre, actuellement, vos navettes n'ont seulement de la place pour 17 valises et 17 sacs à main. Donc, nous croyons que si la navette a, par exemple, 33 personnes, et puis qu'il y en a 25 qui ont de bonnes valises, ça risque d'être encombrant, ça risque d'être peut-être désagréable pour vos clients. Donc, à ce moment-là, l'expérience est un petit peu moindre. Nous croyons qu'ici, il y a peut-être quelque chose, il y aurait une possibilité d'amélioration de votre côté pour donner un meilleur service à vos clients et qu'eux soient plus tentés d'utiliser cette navette-là. Donc, il y aurait la possibilité d'augmenter la fréquence de passage avec l'achalandage. Dans les grandes périodes, les grandes heures de pointe, vous pourriez faire des navettes aux 6 minutes ou quelque chose comme ça, selon les demandes actuelles à chaque jour et à chaque période de l'année. Pour ce qui est de l'implantation, comme mon collègue vous a parlé, voici les différentes étapes à entreprendre pour permettre d'entreprendre cette stratégie qu'on proposons aujourd'hui. Donc, comme mon collègue l'a mentionné, l'attente extérieure, ce serait l'utilisation du même modèle que vous avez actuellement dans la STM et de construire ces modèles-là actuels aux 9 points qui étaient mentionnés pour la navette 747. Pour ce qui est du deuxième point, l'achat en ligne, ça serait de sous-traiter l'implantation d'un système d'achat en ligne sur votre site web par un professionnel. Par la suite, de faire l'achat de scanners pour émettre dans les différentes navettes. Installer ces scanners-là à même les navettes. Former votre personnel à même les navettes pour comprendre le fonctionnement des billets achats en ligne. Et promouvoir cette nouvelle méthode après l'implantation sur votre site web et également à l'intérieur des navettes. Pour ce qui est du troisième point, l'augmentation des fréquences de navettes, c'est important d'être à l'écoute des besoins de votre clientèle. En effet, on dénote une augmentation de la saison des voyages, notamment pendant le temps des fêtes, mais également pendant les relâches étudiants. Donc, c'est important d'être à l'écoute des besoins de votre clientèle. Toutefois, on dénote une diminution baisse de la saison des voyages à l'été ou à l'automne. Donc, ça serait de promouvoir 2 différents horaires à même votre site web ou à même les navettes pour que votre clientèle soit à l'affût des services que vous offrez. Ensuite, pour l'implantation à long terme,
on a choisi d'implanter l'aérotrain, car selon les critères qu'on avait établis, c'est le projet qui semblait le plus pertinent et le plus optimal. Il y avait deux possibilités, soit de l'implanter à la gare centrale de Montréal ou à la gare Lucien-Lallier. On évalue les deux possibilités en fonction de trois critères, soit le coût, l'accessibilité. Quand on parle d'intermodal, c'est est-ce que ce sera possible pour vos clients de passer du métro à l'aérotrain ou de passer, par exemple, de l'autobus, et l'impact social qu'aurait l'implantation dans une ou l'autre des deux gares. Donc, pour la gare centrale, au niveau du coût, c'est plus avantageux car vous avez déjà une gare en place à cet endroit-là. Pour Lucien-Lallier, il faudrait commencer une construction complète. Au niveau de l'accessibilité, pour la gare centrale, vous êtes à même les bureaux d'affaires. Il y a déjà un souterrain qui est implanté. Vous avez une clientèle d'affaires, vous avez une clientèle à l'aéroport qui est assez majoritairement d'affaires. Ça serait intéressant qu'ils puissent passer du métro, comme on le disait, à ce train-là qui sera mis en place. Au niveau de Lucien-Lallier, on n'a pas cet avantage-là. Par contre, pour Lucien-Lallier, vous avez déjà en place l'idée de rehausser ce secteur, donc ça donnerait une notoriété à ce secteur-là, ça aurait un impact social positif que la gare centrale n'aurait pas. Mais compte tenu du critère du coût et de l'accessibilité, on a choisi de retenir la gare centrale comme gare à implanter pour l'aérotrain. L'implantation de ce projet numéro 3 possède 5 étapes différentes. La première étape étant la planification et de faire la planification et les plans du projet de construction des différentes parties du projet, des 4 autres différentes parties. Deuxièmement, en été, commencer la construction des rails de CN et de CNC entre les deux différentes gares. Le troisième point, faire la construction de la gare sous l'aérogare. Ça, idéalement, ça serait fait en hiver pour pouvoir optimiser votre projet. Le quatrième point étant le travaux d'aménagement de la gare centrale, qui devrait être fait en hiver aussi. Et cinquièmement, l'inauguration de votre projet. Pour ce qui est du budget alloué à notre stratégie, voici les coûts que nous avons reliés à toutes les tâches à faire. Donc, pour ce qui est de la construction des abribus, on a alloué un 100 000 $. L'achat de scanners de billets, c'était un 5 000 $ également. La promotion pour les méthodes de paiement, donc dire à vos utilisateurs que vous faites maintenant l'achat en ligne de billets, c'était un 5 000 $ alloué. Le système d'achat en ligne, donc sous-traité et implanter un système d'achat en ligne par quelqu'un externe, un 7 000 $. Pour ce qui est de la construction d'un aérotrain, un 600 millions de $, pour un total de 117 millions de $. Si je peux me permettre, il a fait dû apparaître en bas, on avait ajouté une partie, mais malheureusement, c'est pas là. Et au fond, il y a le 600 millions et vous avez déjà un plan de financement, soit 200 millions qui sera financé par ADM, 200 millions du ministère du Transport du Québec. Il reste un 200 millions à confirmer avec le fédéral, mais le plan de financement pour ce 600 millions-là est fait. Le 117 000, ça sera possible de l'annexer à ça. Sinon, il y a ADM qui pourra faire sa part également, ça sera à voir à ce niveau-là. Il y avait également le fait qu'on voulait... Oui, c'est ça. Vous nous avez demandé, d'analyser si ça serait rentable au bout de 30 ans. Au prix que vous avez en ce moment, vous ne pourrez pas rentabiliser le projet dans son 600 millions de $. Par contre, ADM pourrait rentabiliser son 200 millions de $ pour le projet si vous décidez de charger 15 $ le billet, Par contre, ça pourrait être à penser de peut-être augmenter le prix des billets pour pouvoir avoir une meilleure rentabilité du projet. Donc, à ce niveau-là, c'est ça sur le 30 ans, parce qu'on sait que dans 30 ans, on pense que l'aéroport va avoir atteint sa capacité maximale, qu'à ce moment-là, il faudra peut-être penser à délocaliser certains vols. Donc, on voulait avoir rentabilisé le projet avant. C'est terminé pour la situation. On ne pourra pas vous démontrer nos calculs, malheureusement. Mais... Pour ce qui est de l'échéancier, voici les différentes tâches, comme je vous mentionnais, évaluées sur un 15 mois à peu près. Donc, ça serait déjà de construire les abribus, mettre en place le système d'achat en ligne, l'achat des scanners, faire la promo au niveau de vos utilisateurs pour la méthode de paiement, planifier et faire les plans de projet pour la construction de l'aérotrain, les constructions en été pour les rails, comme mon collègue vous l'a dit, en hiver pour ce qui est de la gare et les travaux d'aménagement à même la gare centrale pour une période de 15 mois pour l'inauguration après.
Juste avant de passer aux mesures de contrôle, on avait également d'autres considérations qu'on avait faites au niveau du stationnement. On sait que le fait d'implanter un aérotrain, ça va diminuer l'achalandage du stationnement pour l'aéroport. Ça fait partie de leur revenu d'exploitation, c'est une grande partie de leur revenu d'exploitation, donc ils pourraient être un peu secoués par cet investissement. Par contre, on pense que ça pourrait être intéressant en contrepartie, au moins, donner des tarifs préférentiels pour leurs employés, ce qui permettrait de les aider à faire leur recrutement à ce niveau-là. Ça pourrait compenser. Et également d'insister sur le fait que le stationnement est pratiquement à sa capacité maximale, qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités pour expansionner. On avait également considéré qu'on allait passer une mesure de contrôle. Donc, l'amélioration des problèmes de congestion, après un an, ça sera vérifié si c'est fait. Si toutefois, si vous avez d'autres questions, si les choses ne sont pas claires, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. J'ai deux questions rapides là, pour l'analyse. En fait, le choix de la solution à long terme, j'aimerais que vous élaboriez juste un petit peu plus en 30 secondes sur... parce qu'on a vu des plus et des moins, mais je n'ai pas compris pourquoi vous aviez choisi explicitement la solution de l'aéroport, par exemple. C'est sûr qu'il fallait s'assurer que ça allait avoir un impact positif. Il y avait le train également, la gare de train qui pouvait être envisageable. Par contre, à ce niveau-là, on n'était pas convaincu que le nombre d'utilisateurs qui allaient modifier leur comportement, étant donné des contraintes au niveau des bagages, au niveau de la fonctionnalité, qu'il fallait qu'ils utilisent un autre transport. On n'était pas certain, c'est la proposition 4, madame. On n'était pas certain qu'à ce niveau-là, ça allait avoir un impact assez positif. Donc, pour investir cette somme-là, il faut s'assurer que ça va valoir la peine. Donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné au niveau de l'aérotrain. Puis, il y avait également la proposition 2, qui était la voie réservée de plus. Également, celle-là, on voyait, là, si vous avez devant vous les plus et les moins, que c'était pas nécessairement positif, qu'on n'allait pas chercher assez pour l'investissement qui était engendré. Puis la solution 1, on l'a également retenue en faisant des améliorations. Mais la solution 2, on disait qu'on gagnait 10% de part de marché, 10-12% d'utilisateurs. La solution 3, on en gagnait un peu moins. Parce qu'on rejoint 10 à 12% alors que l'autre, on allait à 20%, je ne me trompe pas. Comment vous avez analysé ça? Parce que c'est pas le même, mais au fond, avec la voie réservée, vous allez augmenter votre navette. C'est bien de ce qu'on parle. Puis au niveau de l'aérotrain, vous venez vraiment créer un nouveau mode de transport qu'à ce moment-là, vous allez avoir une plus grande possibilité d'expansion. Même si vous faites une voie réservée à moyen long terme, les possibilités vont rester assez limitées pour augmenter au-delà de ce 20%-là, mais qui inclut déjà un 8% qui est déjà acquis. Moi, j'ai une question par rapport à la solution que vous avez adoptée. Dans votre plan d'implantation, qu'est-ce que vous avez pensé pour diminuer l'impact négatif sur les taxis qui vont faire des grandes parts de marché, puis aussi au niveau du quartier résidentiel qui vont voir leur valeur diminuer? Comment est-ce que vous avez pensé pallier à ça? C'est sûr que c'est très dommage pour les personnes qui sont près de la gare. La valeur de leur maison diminue. Par contre, actuellement, il y a déjà une gare de train, donc ils sont déjà conscients de cette réalité. C'est en ajouter une de plus. C'est-à-dire qu'on n'implante pas une nouvelle gare, puisqu'on a choisi la gare centrale, elle est déjà en place. On n'est pas dans un quartier résidentiel, à ce moment-là, c'est certain qu'il peut y avoir, mais c'est là qu'on voyait que c'est peut-être moins qu'au niveau de l'option 4, que là, ça serait vraiment plus dommageable pour les résidents. On est plus dans un centre d'affaires, c'est la gare centrale, c'est dans Montréal, et on est dans le milieu d'affaires, donc c'est moins... Mais partout, les rails vont passer. Oui, c'est certain également, mais à ce moment-là, si on choisissait l'option 4, il y avait le même dédommagement. OK. J'ai eu la même question que J'en ai une dernière. Quand vous parlez de rentabilité, vous dites que ça ne se rentabilise pas au global, le projet, c'est ce que j'ai bien compris. Pas les 600 millions. C'est ça. Est-ce que vous considérez d'une certaine façon la diminution de la congestion dans ça ou pas? C'est ça, non, on est allé vraiment avec les chiffres. C'est seulement les chiffres que vous nous aviez informés. Puis l'exploitation du projet est rentable au fil des années, mais si on le calcule jusqu'en 2030, on ne réussit pas à rentabiliser l'investissement de 600 millions. Mais on ne calcule pas les bénéfices que ça va engendrer. On est allé Vous avez regardé les recettes, les coûts
Vous avez Exact. dit, voici ma rentabilité. On a pris l'évaluation de 16 millions pour 2016. On l'a multiplié, vous êtes entre 10 et 12% d'achalandage de cette masse de personnes-là. Donc, nous avons multiplié ce chiffre-là par l'autre, ce qui nous a donné le nombre de personnes par année qui vont utiliser ce transport. Et par la suite, nous l'avons multiplié par le 15 $, le prix, ce qui nous a donné un total de recettes qui vont rentrer, diminution des 20 millions de coûts d'exploitation, ce qui nous a donné un 6,4 millions de fois pour la même 2016. Mais qu'est-ce qui fait que vous considérez que ce projet-là vaut quand même la peine si c'est pas rentable? Comme on dit, Pourquoi on investit là-dedans? parce que le problème il est criant, il faut le régler. Il faut trouver une solution pour que les gens puissent se rendre à l'aéroport parce que c'est quand même le bien de la ville. Il faut qu'on puisse, c'est l'économie également, il faut que les gens puissent voyager. Et comme on disait, on a vraiment évalué juste le quantitatif, les chiffres, mais on n'évalue pas ce que ça va apporter au niveau de. On peut penser que ça va augmenter peut-être le nombre de voyages qui vont être achetés, les vols qui vont être achetés à l'aéroport. Malheureusement, tout le temps qu'on a pour les questions, je